Bonsoir mes chers planteurs. Nous allons pénétrer dans une autre dimension. Une dimension où la logique et la réalité se confondent avec l'imaginaire. Nous allons pénétrer dans la 15e dimension. Faut vraiment que je m'achète un vrai fauteuil de bureau par contre. Pour commencer, bonne année à tous! Et merci d'être toujours au rendez-vous à chaque épisode. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va traiter de quelques trucs dont j'avais envie de parler depuis assez longtemps. Les légendes urbaines liées aux plantes. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Et il y en a pas mal. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de screamer, de creepypasta bizarre. Mais bon, vu que je suis assez cartésien, il va y avoir une bonne dose de sel quand même. Hein. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour commencer et à nous retrouver sur Insta. C'est cool. Et on attaque tout de suite avec la première. On commence par un truc que j'entends souvent. Ouais, ça va être le cas pour pas mal de ces histoires. Alors, pourquoi ne serait-il pas bon de mettre des plantes dans sa chambre ? Ouais, on a tous une tante, une mamie, un voisin, ou pire, un prof qui nous a dit ça. Quelle indignité. Cela vient du fait que les plantes, la nuit, rejettent du CO2, ou dioxyde de carbone, pour ceux qui ne savaient pas. Cela fait partie de leur métabolisme naturel, et ce gaz n'a rien à voir avec le tristement célèbre monoxyde de carbone pour la santé. Même s'il peut être nocif à grosse concentration, c'est assez compliqué d'obtenir un taux pareil, quoi. Le CO2 généré par une plante de taille moyenne, un peu comme celle-ci, après ça dépend des genres bien évidemment, mais elle génère 10 à 20 fois moins que votre chien ou votre chat s'ils dorment avec vous, et jusqu'à 40 fois moins que votre conjoint. Bon après, si vous dormez avec 30 chats ou que vous êtes polygame, pas forcément utile de rajouter des plantes là-dessus, mais bon après ça vous regarde. Mais pour le commun des mortels, pas de souci, vous n'allez pas mourir dans votre sommeil à cause de vos plantes. Après, pour les chambres d'enfants, je ne conseille pas trop, mais pas pour les mêmes raisons. La sève d'une plante est toujours potentiellement toxique, faut faire attention. Donc même placé en hauteur, si un fragment tombe au sol, il peut être ingéré par un enfant et ça peut être très mauvais. Ou pour certains allergènes, notamment le latex qui est présent dans les ficus par exemple. Donc inutile d'exposer bébé à cela. Mais si vous êtes un adulte en bonne santé, pas de souci, les plantes dans la chambre c'est ok. On passe à une autre légende un peu moins tenace, mais à une époque on voyait popper ça partout. Sur les sites ou les magazines plus ou moins spécialisés dans les plantes d'ailleurs. Mais beaucoup de gens y croient encore et ça n'empêche pas certains journalistes de leur sortir quand ils sont en manque de sujets. Les cactus absorberaient les ondes. Ouais, j'ai fait des gros guillemets comme un connard car pour ces gens, une crassula, c'est un cactus. Ça commence donc très bien. C'est de la merde. Donc je vais vous spoiler direct, tout ça c'est des grosses conneries. Ouais, des grosses conneries, mais ça va être l'étape numéro 1 pour vous montrer comment on peut écrire des articles sans aucun appui scientifique, rien du tout, juste pour faire du bon buzz des familles. La chercheuse Blanche Mers, enfin chercheuse, la meuf sortait des bouquins sur les pseudosciences, les crop circles et le cosmos. Ouais, le même cosmos que celui des chevaliers du Zodiaque, vous savez, cosmos. Brûle mon cosmos! Moi, de mauvaise foi? Non! Et si je vous dis qu'elle fonda l'Institut de géobiologie à Lausanne juste pour pouvoir publier ses livres avec une belle étiquette? Ça sent quand même un peu la douille, là. Bref, elle a rapporté que certains de ses employés se plaignaient de maux de tête à force de travailler sur un PC. Et qu'après avoir placé un cactus à côté de leur écran, bim, tout allait mieux. Oh. Après, en baissant la luminosité de l'écran, ça aurait peut-être marché aussi, mais en tout cas, ça lui a suffi pour ressortir ça en conférence, et même à en déduire que la Crassula ovata et le Cereus peruvianus étaient les plus à même à capter ces rayonnements électromagnétiques.
Bravo! Et sinon, comment ça fonctionne? À ce jour, c'est prouvé, avec de vraies études cette fois, que c'est du flan. Voilà. Mais bon, ça n'a pas empêché le truc d'être relayé par des journalistes opportunistes et bien feignants. C'est sûr, ce genre d'onde qui nous entoure au quotidien doit pas être forcément top pour la santé, mais je pense qu'utiliser des lunettes avec un filtre bleu, par exemple, si on bosse devant un ordi toute la journée, ou vérifier l'étanchéité de son micro-ondes, et ne pas dormir avec la gueule collée à son téléphone me semble être de meilleures solutions qu'un cactus. On va passer à un sujet un peu moins scientifique. C'est plutôt lié aux superstitions. Donc autant vous dire que de base, je m'en fous. Mais c'est toujours intéressant d'en parler pour l'aspect tradition de la chose. Selon les cultures, il y a des plantes qui portent bonheur et d'autres qui portent malheur. Pour des raisons parfois obscures, et on voit surtout ça en fleuristerie avec le langage des fleurs. Ne jamais offrir des chrysanthèmes, pour des raisons évidentes, ou des lys oranges qui expriment la haine et l'orgueil. Mais Todd, c'est pas vraiment le langage des fleurs qui nous intéresse ici, donc fais un épisode dessus et reviens au sujet, merci. Bien, comme plante porte-bonheur, on pourrait citer la Crassula ovata, ouais, encore, qu'on appelle aussi arbre de jade, et le jade, dans la culture chinoise, est associé à la réussite et à l'argent. Même si de base c'est une plante africaine, mais bon, soit. Pour rester en Chine, on a bien sûr le bambou et la pivoine, qui apportent chance et richesse également. Le fameux trèfle à 4 feuilles, bien sûr, et d'ailleurs, certains producteurs se sont spécialisés là-dedans. Le basilic sacré en Inde est vénéré pour protéger le bien-être du foyer. Ou même la fougère de Boston censée amener prospérité au sein de la maison. Côté plantes porte-malheur, cette fois, les méchantes. On peut y retrouver par exemple le laurier rose, qui en plus d'être méga toxique, est associé dans certaines croyances à des choses négatives et à des mauvaises nouvelles. Le cyclamène, qui est associé au deuil et à la mort, donc ça ne s'offre pas un cyclamène. Le thym, très utilisé dans certaines cultures pour des rites funéraires, porterait lui aussi malheur si on l'offre. Enfin, il y en a plein, mais bon, tout dépend des cultures et le chrysanthème est un bon exemple. J'en parle d'ailleurs dans mon épisode sur lui. Allez le voir. Après, qu'on y croit ou pas, je juge pas. Puis bon, c'est pas bien méchant, je n'ai jamais trop vu de plantes étiquetées plantes porte-bonheur à des fins commerciales en vrai. À part peut-être les Lucky Bamboo, qui sont des Dracena en fait, donc c'est pas des bambous. Mais bon, ça c'est cadeau. Il fallait bien un peu de médisance dans cette partie aussi. Car les prochaines parties vont être un peu plus salées. Bon, je suis pas un crack en mathématiques, même si ça m'intéresse, je n'ai jamais vraiment brillé dans le domaine, on va dire. Va pointer à Pôle emploi! Par contre, il y a un truc en maths que je trouve absolument moche, c'est le environ égal. Ah, ce signe est dégueulasse, ça veut rien dire. Et cette légende urbaine, c'est totalement ça, c'est-à-dire ça fonctionne, mais Alors, les plantes qui dépolluent, c'est-à-dire qu'elles absorbent les métaux lourds, le monoxyde de carbone, etc., afin de purifier l'atmosphère de votre maison. Cela vient d'une étude d'un ingénieur de la NASA, Bill Wolverton, menée dans les années 80-90, et en vrai, dans les tests et sur le papier, ça marche. Dans des conditions de laboratoire, bien évidemment. Comme par exemple l'anthurium qui absorbe l'ammoniac, Ouais, c'est pas faux. l'areca qui absorbe le xylène, le ficus elastica contre le formaldéhyde, et le chloro qui fait la même chose, plus le monoxyde de carbone. Incroyable, mais c'est trop bien! Alors, on va se calmer tout de suite, mais pour dépolluer réellement une pièce chargée de ce genre de particules, il faudrait 2,5 plantes au mètre carré. Et 1 mètre carré, nos amis parisiens peuvent le confirmer, c'est pas très gros comme surface. Et en prenant le volume d'une pièce normale, c'est-à-dire 2,50 m sous plafond. Donc avant de prendre tes quartiers dans ton nouveau pavillon de 100 mètres carrés tout neuf, tu loues 250 gros chlorophytum pendant un mois, et là, peut-être que tu auras un résultat. Donc oui, scientifiquement, il y a bien des plantes qui en sont capables, et qui font même plutôt bien d'absorber ces particules nocives. Mais il ne suffit pas d'en mettre une dans un coin pour que tout soit ok, d'où le environ égal.
Bah ouais, logique. Par contre, ce qui me tue littéralement, c'est qu'il y a pas mal de maisons d'édition qui n'hésitent pas à sortir des bouquins là-dessus, à tort l'arigot, en disant « Vas-y frère, mets un Yuka dans ta salle de bain, ça absorbe tout, t'inquiète ». Alors que c'est faux, purée, c'est faux. C'est faux et c'est malhonnête en plus, et ça arrive souvent que des clients se pointent avec leur petite liste de plantes à mettre dans différentes pièces de leur maison toute neuve. Ah, comment leur dire que ça sert à rien? Après, il y a aussi la question des plantes dépolluantes en extérieur, pour les sols contaminés et tout ça, mais c'est une autre histoire et on y reviendra dans un autre épisode. On va passer à la dernière, et cela fait longtemps que j'avais envie d'en parler, mais je vous préviens, je pense que je vais balancer assez de sel pour déneiger tout la 31. Ah oui, soyez prévenus. Allez. Voilà. Je pense que je vais prendre une vague de désabonnement avec ce sujet. Mais il va falloir voir les choses en face. Ça va être un peu long, un peu douloureux, mais il faut le faire. Ah, je me rends compte, c'est un peu bizarre comment je présente le truc. Mais oui, la Lune, l'astre lunaire, est en lien avec beaucoup de croyances populaires sur le sujet des plantes. Et pas que. Mais pour le reste, je vous conseille d'aller voir l'excellente vidéo du cabinet de curiosité qui traite les différents domaines d'action de ces pouvoirs de la Lune. Et moi, je vais rester dans mon domaine, c'est-à-dire les plantes. On a par exemple le cas de la fameuse lune rousse, qui arrive un peu après Pâques. Rien à voir avec les effets de glace, donc, c'est qu'à cette période de l'année, si on la voit dans le ciel, c'est qu'il n'y a pas de nuages, et pas de nuages égale gros risque de gelée. Et vu qu'à cette période, pas mal de plantes sont déjà rentrées en végétation, ça peut faire de gros dégâts. Et passons maintenant au vif du sujet. Tailler, planter, bouturer en lune descendante, pour favoriser les racines, j'imagine, vu que ça descend, et semer en lune montante pour que ça pousse. Ça pousse. Ça paraît totalement arbitraire, et je vous rassure, ça l'est. Mais ça vient de quoi? En 1924, Rudolf Steiner, un mec qui... comment dire, a touché un peu à tout. Écrivain, philosophe, accusé de dérive sectaire, mais aussi un bon pote du parti des gros nazes de l'époque. Mais dans tout ça, il a aussi fondé les préquels de la biodynamie pour une agriculture plus durable. C'est cool, mais il y a aussi pas mal de conneries là-dedans. Selon lui, la Lune exerce une grosse force d'attraction sur l'eau à la surface de la Terre, ce qui permettrait, selon la position de notre satellite, une meilleure germinaison, un meilleur enracinement, etc. Et en plus, si elle passe devant certaines constellations du zodiaque, ça change les forces transmises aux végétaux, tout ça, ça dépend de si c'est la constellation du Cancer, du Sagittaire, du Pangolin. Restons calmes, le mec était d'un autre siècle, en plus d'être un gros naze. Bon, il part déjà de l'attraction de la Lune, donc la gravitation, et la gravitation est une des 4 forces fondamentales de l'univers, après sexy, sexy et sexy, et c'est la plus faible. C'est pour ça que vous ne vous retrouvez pas collé à chaque truc de plus lourd que vous. Ouais, sinon ce serait chiant. Mais vous allez me dire, il y a bien des marées qui sont créées par la Lune, donc ça peut avoir des effets sur d'autres trucs. Et oui, pour les marées, car cela implique d'énormes étendues d'eau profondes. Mais sinon, la force exercée par la Lune à la surface de la Terre est d'environ 0,0027 newtons par kilogramme. Ce qui est ridicule. Ridicule. C'est peanuts. Nous, à la surface de la Terre, celle-ci nous met 9,80 newtons par kilo de force gravitationnelle. Moins les 0,0027 de la Lune, qui nous tirent dans l'autre sens du coup. Tout comme les plantes, les autres organismes vivants, les montagnes, etc. Ce qui est déjà plus que négligeable, alors remis à l'échec d'une graine. Donc non, il est impossible que la gravitation de la Lune joue là-dessus, n'importe quoi. Mais celle qui est à l'origine du calendrier de semis que l'on voit partout, c'est elle, Maria Thun. Fille d'agriculteur et grande admiratrice de Rudolf, le gros naze. Bref, dans les années 50, elle va créer un jardin biodynamique expérimental, et elle va faire ça sérieusement en plus. Et inclure, en plus des phases de lune montantes et descendantes, les phases astrologiques, qui ont un impact sur les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu, qui elles-mêmes sont en lien avec les 4 parties de la plante, racines, feuilles, fleurs, fruits. Bordel, le coup des 4 éléments, t'as déjà à la Renaissance, on n'osait plus sortir un truc pareil. Aristote.
Aristote. Et les constellations du zodiaque. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter. On est bien d'accord, hein, les constellations, ça n'existe pas, hein. C'est bien des étoiles éloignées de plusieurs millions d'années-lumière, hein, qu'on a reliées avec notre point de vue terrien entre elles pour faire un petit dessin joli ou servir de point de repère. On est toujours d'accord. Les astrologues, ils se mettent bien quand même avec leur petit tour de carte, hein. Donc on est clairement plus dans la croyance que dans la science. Alors, c'est peut-être autre chose, des rayonnements spéciaux, hein, qui émaneraient de cet astre. Non, rien de spécial, hein, pas de rayon gamma, de rayon alpha, hein, juste le rayonnement solaire qui est réfléchi dessus. Un peu décevant. Mais quelques chercheurs en agronomie, hein, qui elle est d'une vraie science par contre, ont suivi ces travaux, notamment dans les années 60, et ont même adhéré au truc. Hein. Bon, mamie avait fait ça sûrement avec beaucoup de soin et beaucoup de passion, hein, mais niveau études et niveau preuves, hein, c'est très bancal. Déjà, on peut se baser que sur son jardin, à elle. Qui dit que Jean-Yves du Patquin d'à côté n'aurait pas eu des résultats différents et en faisant tout pareil. Qui dit aussi que Jean-Paul, hein, du Patquin encore à côté, n'aurait pas eu des résultats similaires mais en faisant tout l'inverse. Mais ça ne l'a pas empêché de publier son fameux calendrier et d'en vendre des pelles. Ça s'est vendu ce truc-là, et ça se vend encore. Et ça n'empêche pas certaines éditions, dont je tairai le nom, de vous revendre tous les ans leur calendrier. Bon, après l'aspect zodiaque et tout a un peu disparu quand même, hein. Histoire de pas se foutre totalement de la gueule du monde non plus. Pas totalement. Et beaucoup d'études depuis ont été menées à ce sujet. Beaucoup disent que c'est vrai, mais sont contestées. Et beaucoup disent que c'est de la daube, et elles sont pas contestées celles-là par contre. Par contre, en biodynamie, il y a des trucs assez sympas, hein, comme par exemple l'étude de la vie microbienne du sol, hein, ou comment faire un compost parfait, donc tout n'est pas acheté là-dedans. Bref, en tout cas, cela faisait un moment que je voulais vous parler de tout ça, les planteurs, même si la vidéo était un peu salée, j'avoue. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, en restant cool, hein, bien sûr, hein, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit. On peut en parler, il n'y a pas de souci. Si vous avez aimé, ou même si vous n'avez pas aimé, hein, vous pouvez aller voir nos autres vidéos et vous abonner. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de garder un œil critique, de cultiver et de vous cultiver. À la prochaine les planteurs. Ciao!